Carl Jung, Dialectique du moi et de l'inconscient, chapitre 4, Tentative pour extraire et libérer l'individualité de la psyché collective. Sous-titre: La reconstitution régressive de la persona. Ce n'est pas chose insignifiante que de voir s'effondrer chez un être humain l'attitude et les structures conscientes. C'est en effet une véritable fin du monde. Le sujet a l'impression que tous les éléments qui constituaient sa vie retombent dans une manière de chaos originel. Il se sent abandonné, désorienté, vulnérable à l'extrême, tel un navire sans gouvernail et livré aux fureurs des éléments. C'est du moins ce qui semble être et l'impression qu'il en a. L'expérience montre que la réalité est un peu différente. En fait, l'être, abandonné par son conscient, est retombé dans ses plans inconscients collectifs auxquels il est livré et qui assument dorénavant la direction. On pourrait multiplier les exemples de ces cas où, dans un moment critique, surgissent une pensée salvatrice, une vision, une voix intérieure, avec la force de conviction d'une illumination, donnant à la vie immédiate et future une nouvelle orientation. On pourrait peut-être aussi citer d'autres cas où l'effondrement du conscient équivaut à une catastrophe qui détruit une vie, car il n'est pas rare de constater qu'à ces moments paroxystiques, des interprétations et des convictions morbides s'installent dans l'esprit du malade et en prennent possession, ou encore que les idéaux qui l'animaient sont anéantis, ce qui peut être tout aussi néfaste. La première éventualité, celle de l'illumination salvatrice, crée un état ou bien de curiosité psychologique ou bien de psychose, et la seconde détermine un état de désorientation et de démoralisation. Mais si les contenus conscients, profitant en quelque sorte du vacuum créé dans le conscient, pénètrent dans ce dernier et le comblent, l'animant de la force de conviction qui les caractérise, la question se pose de savoir comment l'individu va réagir à cette constellation entièrement nouvelle. Je laisse de côté le cas idéal de la compréhension critique de la situation. Deux éventualités sont possibles. Dans la première, le patient adhérera aux contenus inconscients qui illuminent dorénavant son esprit de toute leur force de conviction, il y croira. Dans la seconde, il leur refusera toute créance et les rejettera. La première éventualité, c'est l'attitude qui définit la paranoïa ou la schizophrénie. La seconde fera du malade un original, prophète à sa manière ou un être infantile qui, à force de régression, se mettra au banc de la communauté de ses semblables. Quant au cas dont nous faisions abstraction ci-dessus, celui de la compréhension critique, il est idéal parce que c'est cette compréhension qui déterminera la reconstitution régressive de la persona. Cette formule, qui résonne de façon trop technique, doit faire penser au lecteur qu'il s'agit d'une réaction psychique particulièrement compliquée, naissant dans le cadre du traitement analytique. Or, ce serait une erreur de croire que l'analyse est le seul cadre où cette réaction se produise. On peut observer ce processus aussi bien et souvent même mieux que dans l'analyse dans d'autres circonstances de la vie, et en particulier à ces moments de l'existence où un destin cruel intervient, telle une fatalité destructrice. Certes, il appartient à chacun de subir les coups du sort, mais il s'agit d'ordinaire de plaies qui se cicatrisent sans laisser de mutilation. Or, je fais ici allusion à ces expériences vécues, dévastatrices, qui brisent totalement un être ou qui le rendent infirme de façon durable. Prenons l'exemple d'un homme d'affaires qui, se lançant dans des spéculations audacieuses, se voit un beau jour acculé à la banqueroute. S'il ne se laisse pas trop décourager et déprimer, s'il conserve son audace à laquelle cette expérience ajoutera la nuance de circonspection qui lui faisait défaut, sa plaie guérira sans laisser d'infirmité. Mais si par contre il s'effondre,
perd tout courage, s'il renonce à tout esprit d'entreprise et s'efforce seulement de recoller à grande peine les morceaux de sa réputation sociale dans le cadre d'une personnalité beaucoup plus restreinte, assumant dorénavant simplement avec la mentalité d'un enfant effrayé un travail subalterne dans quelques petits postes incontestablement au-dessous du niveau de ses possibilités, il a alors, pour reprendre l'expression technique, reconstitué sa persona par des démarches régressives. Sous le coup de la frayeur, cet homme a comme glissé à reculons à un stade antérieur d'épanouissement de sa personnalité. Mais si ce stade avait eu valablement son heure, il l'avait dépassé depuis longtemps, et il se trouve maintenant comme rapetissé, rabougri, se donnant l'apparence que les choses se passent comme elles auraient dû se passer avant l'expérience critique. C'est comme s'il feignait une trop grande modestie, alors qu'en fait il n'est même plus capable de penser à renouveler une entreprise audacieuse. Il se peut qu'auparavant il ait désiré plus qu'il ne pouvait entreprendre, mais maintenant il n'ose même plus faire ce dont il serait capable. De telles expériences vécues sont susceptibles de se produire dans toutes les circonstances et dans tous les domaines de la vie, sous les formes les plus variables. Et c'est pourquoi elles se produisent aussi au cours d'un traitement psychique. Ici aussi, il s'agit d'une extension de la personnalité, d'une entreprise hasardeuse de nature intérieure, comparable à celles qui sont de nature extérieure. Comme le montre notre exemple de l'étudiante en philosophie, le point critique du traitement, c'est le transfert et l'expérience vécue qu'il détermine. Mais comme je l'ai déjà dit, il peut advenir que le malade contourne inconsciemment l'écueil du transfert. Dans ce cas, le transfert n'étant pas élevé à la dignité d'un problème central, déclenchant tout un jeu complexe et subtil d'action et de réaction, dont l'analyse apporterait au malade beaucoup d'éclaircissements, de prise de conscience et de mise au point, rien d'essentiel ne se produit. Certes, naturellement, le médecin, par goût de la commodité, peut souhaiter avoir beaucoup de malades de cette sorte, mais si les malades en question sont intelligents, ils découvrent d'eux-mêmes l'existence de ce problème. Si le transfert se produit comme dans notre premier exemple, celui de l'étudiante en philosophie, le médecin se voit transformé en une manière de père amant et partant sans se déverser sur lui des flots d'exigences multiples. Il se voit donc contraint par la force des choses à rechercher des moyens et des voies qui lui permettront de faire front à cet assaut afin d'une part de ne pas être lui-même entraîné dans le tourbillon et d'autre part afin que la malade s'en tire sans dommage. En effet, la rupture brutale du transfert peut déclencher une rechute aussi grave que le mal initial, ou même pire. C'est pourquoi le problème doit être considéré et manié avec beaucoup de tact et de prudence. La première possibilité se nourrit de l'espérance qu'avec le temps, cette absurdité que constitue le transfert cessera d'elle-même. Certes, avec le temps, tout finit bien par cesser, mais comme les délais requis peuvent être fort longs et la situation demeurer, pendant tout cela, chargée de grosses difficultés pour les deux protagonistes, malades et médecins, il vaut mieux d'emblée ne pas trop compter en la matière sur le facteur auxiliaire qu'est le temps. Pour lutter contre le transfert, la théorie freudienne des névroses semble offrir un instrument bien supérieur. La dépendance du malade sera expliquée à celui-ci comme constituant une exigence sexuelle infantile, qui se substitue au lieu et place d'un usage normal et raisonnable de la sexualité. La théorie d'Adler, qui voit dans le transfert une tendance infantile de volonté de puissance et une expression du besoin de sécurisation, offre un avantage analogue. Ces deux théories concordent si bien avec la mentalité névrotique qu'il n'est pas un cas de névrose que l'on ne puisse en même temps expliquer à la lumière de chacune d'elles. Ce fait, en soi très curieux, mais que tout praticien sans préjugés peut confirmer, ne souffre qu'une explication, à savoir que l'érotisme infantile de Freud et la volonté de puissance d'Adler sont une seule et même chose, en dépit de toutes les controverses qui opposent l'école de Freud à celle d'Adler. Cette seule et même chose est tout simplement un morceau de nature,
un trait de la nature instinctive originelle, non maîtrisée, et tout d'abord non maîtrisable, qui apparaît au jour dans le phénomène de transfert. Les formes archaïques de l'imagination, les fantasmes qui petit à petit, au cours du développement et de l'analyse du transfert, surgissent à la conscience, sont autant de preuves de plus à l'appui de cette conception. Grâce à ces deux théories, on peut essayer d'expliquer aux malades combien ces exigences sont infantiles, absurdes et irréalisables, et peut-être qu'en définitive, si on a de la chance, il retrouvera le terrain solide d'un comportement de raison. Mais ma malade n'était pas la seule à n'en rien faire. Certes, à l'aide de ces théories, il est vrai, le médecin peut tenter de sauver la face et se tirer, avec plus ou moins d'humanité, d'une situation pénible. Il y a en effet des malades à l'égard desquels un effort plus grand ne se justifie point, ou du moins en faveur desquels un effort plus grand ne semble point se justifier. Mais il est aussi des cas où une telle façon de procéder, véritable tentative pour décapiter le transfert, entraînerait sans conteste un dommage insensé de l'âme du malade. Dans le cas de mon étudiante, je ressentis obscurément ce danger, et par suite, j'abandonnai mes tentatives rationalistes pour donner à la nature, en dépit de la méfiance grondante que je n'arrivais pas à faire taire en moi, la possibilité de corriger elle-même son propre non-sens, ou ce qui me semblait tel. Comme je l'ai déjà montré plus haut, c'est à cette occasion et en cette circonstance que je découvris un facteur d'une importance qu'on ne saurait surestimer, à savoir l'existence d'une autorégulation inconsciente. L'inconscient ne se borne pas à désirer, il peut aussi annuler ses propres désirs. Cette connaissance nouvelle, si importante pour l'intégrité de la personnalité, demeure inaccessible aux praticiens qui restent accrochés à des conceptions théoriques périmées, à savoir qu'il ne peut s'agir sur le plan inconscient que d'infantilisme, et elle demeure dès lors aussi inaccessible à son malade qui, sur le seuil de cette connaissance, tournera court et se dira « Tout cela, bien entendu, n'était que non-sens. Je suis un rêveur à l'âme malade, et je ferais mieux d'enterrer ou de jeter par-dessus bord mon inconscient et tout ce qui s'y rapporte. » Il pensera que le seul sens possible de ce à quoi il aspirait si ardemment n'a pu et ne peut être qu'un non-sens. En se rendant compte de l'absurdité de ses désirs, il apprendra la tolérance à sa propre adresse et aussi la résignation. Que pourra-t-il faire dorénavant? Il s'efforcera de revenir à l'état antérieur au conflit et tentera tant bien que mal de reconstituer régressivement sa persona, amputé qu'il se trouve de toutes les attentes et de tous les espoirs qui avaient fleuri en lui et l'avaient enthousiasmé lors de la période de transfert. De ce fait, il se retrouvera plus petit, plus rabougri, plus limité, plus rationaliste que jamais. On ne saurait dire que cette issue soit ipso un malheur pour tous les êtres, car il n'existe que trop d'individus qui, du fait de leur insuffisance et de leur médiocrité notoire, s'accommodent mieux d'un système rationalisant que de la liberté. La liberté fait partie des choses les plus difficiles. Celui qui se contente du faux dénouement mentionné ci-dessus peut dire avec Faust « Le cercle de la terre m'est suffisamment connu. Vers l'au-delà la vue nous est barrée. Insensé qui dirige vers le ciel ses yeux éblouis, et se figure par-delà les nuages des êtres pareils à lui. Que l'homme dressé sur la terre regarde autour de lui. Pour le vaillant, ce monde n'est pas muet. Qu'a-t-il besoin d'errer à travers l'éternité? Ce qu'il connaît, il peut le saisir. Qu'il marche ainsi tant que durera le jour de sa vie. Si des fantômes l'assaillent, qu'il passe son chemin. Fin de citation. Cette issue serait heureuse si l'être parvenait vraiment à se déprendre de l'inconscient, à lui soustraire une telle somme d'énergie qu'on réussit à le rendre inefficace. Or l'expérience a montré que l'énergie de l'inconscient ne peut être soustraite à celui-ci que très partiellement,
En effet, il reste toujours actif et efficace pour l'excellent motif qu'il renferme et constitue lui-même la source de la libido dont émanent les éléments psychiques qui font notre vie. Croire que l'on puisse arracher grâce à une théorie ou une méthode en quelque sorte magique de façon définitive la libido de l'inconscient et exclure ce dernier, le court-circuiter, le mettre sur la touche, serait donc une illusion. On pourrait certes le caresser pour quelque temps, mais un jour viendra où l'on se retrouvera forcé de dire encore avec Faust: maintenant l'air est si plein de ce Shabbat de fantômes que nul ne sait comment il pourrait y échapper. Quand bien même le jour nous sourit clair et sensé, la nuit nous enserre dans le tissu du rêve. Nous rentrons joyeux dans la campagne rajeunie. Un oiseau croasse, que croasse-t-il? Malchance. Captif à tout instant dans les raies de la superstition, nous voyons partout signes, apparitions, avertissements. Et ainsi, intimidés, nous nous trouvons seuls. La porte grince et personne n'entre. Fin de citation. Personne ne peut retrancher arbitrairement de l'inconscient la force agissante et créatrice. Tout au plus peut-on s'abuser à ce sujet. Les choses se passent comme Goethe le fait dire au Souci, nous le citons. Quand même nulle oreille ne m'entendrait, mes paroles n'en sonneraient pas moins dans ton cœur. Sous une forme changeante, j'exerce un pouvoir cruel. Fin de citation. Une seule circonstance est en état de s'opposer avec efficacité à l'inconscient et de lui dresser un barrage. C'est une calamité extérieure indiscutable. Mais quiconque a une connaissance tant soit peu approfondie de l'inconscient discerne jusque dans la souffrance provoquée de l'extérieur et dissimulée par les faces de celle-ci ce même visage, ce même aspect des problèmes et des choses qui auparavant préoccupaient le sujet du dedans. Une détresse intérieure peut se métamorphoser, se concrétiser en un malheur extérieur, et tant que règne l'état de besoin qui l'entraîne, tant qu'il règne sans affectation, mais dans sa vérité et son acuité première, le problématisme psychique demeure muet et latent. C'est pourquoi Faust, finalement excédé par les tourbillons insensés de la vie sociale, reçoit de Méphisto le conseil suivant, nous citons. Bien, c'est un remède qu'on n'a pour rien, sans médecin ni sorcellerie. Va-t'en de ce pas au champ, mets-toi à bêcher et piocher, confine-toi de corps et d'esprit dans un cercle tout à fait limité. Nourris-toi d'aliments tout simples, vis comme une bête parmi le bétail, et ne regarde pas comme au-dessous de toi, de fumer toi-même le champ où tu moissonneras. Fin de citation. Or on le sait, il n'est pas possible de feindre la vie simple, et c'est pourquoi il est toujours impossible d'acheter grâce à de semblables singeries et simagrées l'insouciance, la quiétude et l'ignorance de certains problèmes qui caractérisent une vie pauvre, livrée sans défense à un destin impérieux et exigeant. Seul pourra mener une vie dépouillée et simple celui qui porte en lui la nécessité d'une telle existence, et qui est astreint par sa nature, non pas celui qui ne fait qu'en entrevoir la possibilité. Le premier restera aveugle au problème qui tenaille le second. Il n'en sera pas atteint, sa tournure d'esprit ne lui permettant pas de les envisager. Car s'il est en état de discerner d'une façon même confuse le problème faustien, c'en est fait de sa vie simple. Certes, rien n'empêchera un tel sujet d'occuper un logis de 2 pièces à la campagne, de bêcher un jardin et de manger des carottes crues, mais s'il peut tromper tout le monde autour de lui, il ne peut se tromper lui-même, et son âme rira de cette farce, se moquera de cette tromperie. Seul exerce une force de guérison ce que l'on est en vérité.
La reconstitution régressive de la persona n'est une bonne solution de vie que pour un sujet qui doit l'échec décisif de son existence à la circonstance particulière qu'étant grenouille, il a voulu se faire bœuf. Avec la diminution de sa personnalité, ce malade retourne à ses vraies dimensions, aux proportions et aux tâches qu'il est en état d'assumer. Mais dans tous les autres cas, la résignation et l'amoindrissement de soi-même que cette solution entraîne ne sont qu'une fuite déguisée qui, à la longue, ne peut être maintenue qu'au prix d'un étiolement névrotique. Certes, le sujet, selon la perspective de son conscient, ne voit ni ne décèle rien dans son nouveau style de vie qui ressemble le moins du monde à une fuite ou à un escamotage de ses tâches. La diminution résignée ainsi provoquée lui semble répondre à l'impossibilité où il se sent d'attaquer le problème de front. En général, il est seul, très seul. Il se sent même abandonné, et rien ou presque, rien dans notre vie moderne ne lui offre un support secourable. Pas même la psychologie, qui lui semble contraire. Car elle ne lui montre tout d'abord que des conceptions réductives, qui soulignent encore, si faire se peut, l'inévitable caractère infantile et archaïque des différents stades par lesquels il est passé. La psychologie se rend ainsi à ses yeux inacceptable. Qu'une théorie médicale puisse aussi servir à ce que le médecin se tire avec plus ou moins d'élégance d'un pas difficile, on ne saurait vraiment en vouloir à un malade de n'y point songer. Si les théories réductives auxquelles nous faisions allusion plus haut semblent si excellemment adaptées à la nature des névroses, c'est parce qu'elles sont singulièrement utiles au médecin lui-même.